Au cœur des étendues sauvages du Colorado, où le plus proche voisin se trouve à 64 kilomètres, un garçon de 12 ans nommé Samuel est sur le point de découvrir quelque chose qui va changer sa vie à jamais. Abandonné par sa famille et parti sans lui, Samuel tombe sur les vestiges délabrés d'une vieille cabane de fermier, dissimulée sous de hauts pins. Le toit s'est effondré, les murs s'écroulent, et les animaux sauvages ont repris leurs droits. Là où la plupart des enfants ne verraient que ruines et dangers, Samuel, lui, y voit une possibilité. Alors que l'hiver approche et qu'il n'a nulle part où aller, il prend une décision qui défie toute logique. Armé seulement d'un marteau rouillé, de quelques clous tordus et des techniques de survie que son grand-père lui a enseignées, Samuel entreprend la tâche impossible de reconstruire cette structure oubliée. Jour après jour, planche après planche, il transforme la ruine en espoir. Mais voici la question que personne n'attendait. Comment un enfant a-t-il pu accomplir ce qui aurait été un défi même pour des hommes aguerris? Avant de poursuivre, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Samuel avait toujours été différent des autres enfants de son âge, bien qu'il n'ait jamais compris pourquoi, jusqu'au jour où sa famille est partie sans lui. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur l'allée de gravier de la maison de sa lointaine cousine, lorsqu'il réalisa la terrible vérité. Ses parents étaient partis dans la nuit, emmenant sa petite sœur, mais ne laissant derrière eux qu'un mot griffonné à la hâte et 27 $ glissés dans son sac à dos usé. La note, écrite de la main soignée de sa mère, expliquait que les temps étaient durs, qu'il n'avait pas assez d'argent pour nourrir tout le monde, et que sa cousine Martha prendrait bien soin de lui. Mais la cousine Martha avait ses propres problèmes. Son mari venait de perdre son emploi à l'aciérie. Et 3 jours après la disparition des parents de Samuel, elle le fit monter dans sa camionnette rouillée avec un sac de vieux sandwichs et le conduisit jusqu'à la lisière de la forêt nationale. « Tu es un garçon intelligent, Samuel, » dit-elle, la voix empreinte de culpabilité et de désespoir. « Ton grand-père t'a appris des choses, tu sauras te débrouiller. » Puis elle s'en alla, ne laissant derrière elle que des nuages de poussière et le son du moteur qui s'estompait au loin. Seul, au bord de la forêt, Samuel sentit le poids de l'abandon s'abattre sur lui comme une chape de plomb. Mais sous la douleur et la confusion, quelque chose d'autre s'éveilla en lui. La voix de son grand-père, claire comme l'eau de source, résonnait depuis l'été précédent, lorsque Samuel avait passé des semaines dans la cabane du vieil homme, apprenant des compétences que les autres enfants de son âge passaient à ignorer devant des jeux vidéo. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce que les autres lui donnent, disait toujours son grand-père, ses mains calleuses guidant les petits doigts de Samuel pour apprendre à faire des nœuds, à identifier les plantes comestibles et à lire le ciel pour prédire le temps. Elle se mesure à ce qu'il peut accomplir de ses propres mains lorsque tout le reste lui a été enlevé. Mais Samuel plongea la main dans son sac et en sortit la boussole en laiton de son grand-père, le seul trésor que ses parents n'avaient pas jugé assez précieux pour l'emporter. L'aiguille pointait fermement vers le nord, mais elle offrait bien plus qu'une direction. Elle était un lien précieux avec l'homme qui avait cru en lui, quand personne d'autre ne semblait le faire. La boussole le guida plus profondément dans la nature sauvage qu'aucun enfant de 12 ans n'aurait dû s'aventurer seul. Pendant 3 jours, il survécut de baies sauvages, d'eau de ruisseaux et de la viande séchée que son grand-père lui avait appris à préparer l'été dernier. Il construisit de petits abris avec des branches de pin, alluma des feux avec du silex et de l'acier, et se déplaça avec précaution sur un terrain qui aurait mis au défi même les randonneurs expérimentés. Le 4e jour, en suivant un sentier d'animaux qui serpentait entre d'immenses pins Douglas, Samuel découvrit la cabane, ou ce qu'il en restait. La structure se tenait dans une petite clairière où des fleurs sauvages
avait autrefois poussé en rangées ordonnées, maintenant envahies par les mauvaises herbes et les ronces. Le toit s'était entièrement effondré et un mur penchait dangereusement vers l'intérieur. Les fenêtres béantes ressemblaient à des orbites vides, leurs vitres emportées depuis longtemps par le temps et les intempéries. La plupart des gens n'y auraient vu que ruines et délabrement. Samuel y vit un potentiel. Il s'approcha lentement, comme son grand-père le lui avait appris pour toute situation inconnue. La faune avait en effet repris possession des lieux. Des excréments frais de cerf jonchaient le sol, et des marques de griffes sur les murs restants suggéraient que des ours avaient utilisé la structure comme abri. Mais sous les décombres et l'abandon, Samuel pouvait voir une ossature saine. Les pierres de fondation étaient solides, soigneusement assemblées par quelqu'un qui comprenait l'art de construire pour durer. Les poutres de soutien principales, bien que vieillies, restaient droites et fortes. À l'intérieur de la structure en ruine, partiellement enfouie sous des planches tombées, Samuel découvrit une photographie jaunie par l'humidité dans un cadre fissuré. L'image montrait une famille qui ressemblait beaucoup à la sienne. Un père, une mère et 2 enfants, posant fièrement devant la cabane, quand elle était neuve. La mère tenait un bébé, tandis qu'un garçon de l'âge de Samuel se tenait à côté de son père, tous deux arborant une expression d'espoir et de détermination. Cette photo toucha une corde sensible au plus profond de Samuel. C'était la preuve que des gens avaient bâti des rêves en ce lieu. Ils avaient cru suffisamment en l'avenir pour construire une maison de leurs propres mains. Le fait qu'ils soient finalement partis ne diminuait en rien le courage qu'il avait fallu pour essayer. Alors que l'obscurité tombait sur son 4e jour de solitude, Samuel prit une décision qui allait définir le reste de sa vie. Au lieu de s'enfoncer davantage dans la nature ou de tenter de retrouver le chemin de la civilisation, il resterait. Il reconstruirait ce qui avait été perdu. Il se prouverait à lui-même et à la mémoire de son grand-père que la valeur d'une personne se mesurait vraiment à ce qu'elle pouvait accomplir de ses propres mains. Cette première nuit, dormant sur des branches de pin entre les murs en ruine, Samuel écouta les bruits de la nature sauvage qui l'entourait. Des hiboux ululaient dans l'obscurité et, quelque part au loin, un loup hurlait sa solitude aux étoiles. Mais pour la première fois depuis que ses parents l'avaient abandonné, Samuel ne se sentait pas seul. Il se sentait investi d'une mission. La photo de la famille inconnue était posée sur une pierre près de son lit de fortune, et à la lueur de son petit feu, Samuel étudiait leurs visages. Il se demanda ce qui les avait fait partir, quels rêves étaient morts en ce lieu. Mais plus important encore, il se demanda quel nouveau rêve pourrait y naître. La boussole de son grand-père reposait à côté de la photo, sa surface en laiton réfléchissant la lueur du feu. Demain, le vrai travail commencerait. Demain, il commencerait à construire quelque chose qui durerait. L'aube se leva, froide et claire, sur la clairière de montagne, peignant la cabane en ruine de teintes d'or et d'ambre. Samuel se réveilla au son des écureuils qui jacassaient dans les arbres voisins et à l'appel lointain d'un faucon qui tournoyait au-dessus de lui. Son corps était endolori d'avoir dormi sur le sol dur, mais son esprit, lui, était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Pour la première fois depuis son abandon, il avait un but. Il se leva lentement, secouant les aiguilles de pin de ses vêtements, et s'approcha de la cabane avec un regard neuf. À la lumière du jour, les dégâts semblaient encore plus importants qu'il ne l'avait d'abord pensé. Tout le mur était affaissé vers l'intérieur, et ce qui restait du toit penchait dangereusement au-dessus de l'espace intérieur. Les décombres encombraient chaque recoin, du bois pourri, de la quincaillerie rouillée, et des années de feuilles accumulées et de nids d'animaux. Mais Samuel avait appris de son grand-père
à regarder au-delà des problèmes de surface pour voir le potentiel qui se cachait en dessous. La fondation était en pierre solide, posée avec un savoir-faire minutieux qui respirait la permanence et la fierté. Les poteaux de soutien principaux, taillés dans d'imposants troncs de pin, se tenaient droits et fermes, malgré des décennies de négligence. Quelqu'un avait bâti cet endroit pour qu'il dure. Se déplaçant prudemment autour du périmètre, Samuel commença à inventorier ce qui pouvait être récupéré et ce qui devrait être entièrement remplacé. Il trouva les restes d'un puits creusé à la main. Son couvercle en bois était pourri depuis longtemps, mais le puits, maçonné en pierre, contenait encore de l'eau claire à 6 mètres de profondeur. Une cave à légumes, creusée dans le flanc de la colline derrière la cabane, restait structurellement saine. Bien qu'elle fût remplie de débris, ce fut en déblayant ce qui avait été la pièce principale que Samuel fit sa plus importante découverte. Coincé entre 2 poutres de toit effondrées, protégé par une enveloppe de toile cirée, se trouvait un journal relié en cuir. La couverture était tachée d'humidité et moisie, mais les pages intérieures restaient en grande partie lisibles. Samuel l'ouvrit avec précaution, le cœur battant, et lut la première entrée, écrite d'une écriture masculine et soignée. Mai 1943. Aujourd'hui, j'ai commencé à construire notre nouvelle maison. Mary dit que je suis fou de bâtir si loin de la ville, mais après ce que j'ai vu à la guerre, j'ai besoin de la paix que seules ces montagnes peuvent offrir. Les cauchemars s'intensifient, et les médecins disent que le silence pourrait aider. Le petit Tommy m'a aidé à porter des pierres pour la fondation. Il n'a que 8 ans, mais il a l'étoffe d'un grand travailleur. Les mains de Samuel tremblaient, tandis qu'il tournait les pages, lisant le récit des luttes quotidiennes et des petites victoires que représentait la construction d'une vie au milieu de nulle part. L'auteur se nommait James Morrison. C'était un soldat revenu de la Seconde Guerre mondiale. Le journal relatait des mois de travail acharné, tandis que James et sa famille construisaient la maison de leurs rêves, rondin par rondin, pierre par pierre. 3 juin 1943. J'ai terminé la fondation aujourd'hui. Mary est venue avec la petite Sarah et un pique-nique. Elle commence à croire que ce rêve un peu fou pourrait bien se réaliser. Tommy veut apprendre la menuiserie, alors je lui apprends à utiliser les outils à main. Il dit qu'il veut construire sa propre cabane un jour. Et entrée après entrée, le journal révélait un homme luttant contre ses propres démons tout en bâtissant quelque chose de beau pour sa famille. James écrivait sur les nuits sans sommeil, lorsque les souvenirs de la guerre refaisaient surface, et sur les matins paisibles, lorsque le travail aidait à apaiser son esprit tourmenté. Il décrivait comment il enseignait à son fils Tommy les mêmes compétences que le grand-père de Samuel lui avait transmises. Lire le grain du bois, assembler des joints sans clous, respecter les matériaux et la terre. 12 août 1943. Les murs sont montés et le toit est posé. Tommy et moi avons installé les fenêtres aujourd'hui. De vraies fenêtres en verre que Mary a commandées à Denver. La lumière qui y pénètre donne vie à l'endroit tout entier. Je crois que nous pouvons vraiment y arriver. Oh. Les cauchemars étaient moins fréquents, mais à mesure que Samuel avançait dans sa lecture, le ton des notes changea. James écrivait sur les hivers rigoureux, les récoltes maigres et un isolement grandissant. Sa famille à l'Est manquait à Mary. Tommy avait des difficultés avec l'école à distance. L'optimisme des premières pages céda peu à peu la place au doute et au désespoir. 18 novembre 1945. Mary a pris sa décision. Elle emmène les enfants chez sa mère dans l'Ohio. Elle dit que les montagnes ne sont pas un endroit pour élever des enfants et que je suis égoïste de les garder ici. Peut-être a-t-elle raison. Peut-être que certains rêves coûtent trop cher. La dernière entrée, datée du 1er décembre 1945, était brève et poignante.
J'ai fermé la cabane aujourd'hui. Mary et les enfants sont partis. Le silence est maintenant insupportable, même pour moi. Peut-être qu'un jour, Tommy reviendra et comprendra ce que j'essayais de construire ici. Peut-être qu'un jour, quelqu'un finira ce que nous avons commencé. Samuel referma le journal et resta assis en silence un long moment, sentant peser sur lui le poids des rêves brisés de James Morrison. Mais là où d'autres n'auraient vu qu'un échec, Samuel y vit autre chose. Il vit un homme qui avait presque réussi, qui avait construit quelque chose de beau et de solide avant que les circonstances ne le forcent à l'abandonner. En regardant la cabane en ruine avec une nouvelle compréhension, Samuel pouvait l'imaginer telle qu'elle avait été. Des fenêtres scintillant sous le soleil de la montagne, de la fumée s'échappant de la cheminée, une famille travaillant ensemble pour se bâtir une vie. James Morrison avait prouvé que c'était possible. Les fondations de sa réussite étaient toujours là, attendant quelqu'un d'assez déterminé pour les ramener à la vie. Samuel attrapa un morceau de bois tombé et commença à le traîner loin de la structure principale. Le vrai travail allait commencer. Le craquement du bois résonnait dans la clairière de montagne, tandis que Samuel dégageait les poutres du toit effondré. Chaque pièce devait être examinée avec soin. Certaines étaient trop pourries pour être récupérées, leur cœur rongé par des décennies d'humidité et d'insectes. D'autres, protégées par l'huile et le goudron que James Morrison avait utilisé pour les sceller, restaient assez solides pour être réutilisées. Samuel travaillait méthodiquement, comme son grand-père le lui avait appris pour toute grande tâche. Divise-la en plus petites parties, aborde une section à la fois et ne te précipite jamais dans l'évaluation. Mesure 2 fois, coupe 1 fois, disait toujours le vieil homme. Samuel se sentait à l'aise avec ce rythme familier d'évaluation minutieuse, suivi d'une action décisive. À midi, il avait déblayé suffisamment de débris pour exposer le plan original de la cabane. La pièce principale était plus grande qu'il ne l'avait d'abord pensé, mesurant environ 5 mètres sur 5, avec une immense cheminée en pierre dominant le mur ouest. Une pièce plus petite au nord servait de chambre, tandis qu'une extension sur le côté sud abritait la cuisine. Tandis qu'il travaillait, Samuel réalisa qu'il n'était pas seul dans la clairière. Un écureuil roux avait élu domicile dans un pin voisin, commentant ses activités avec ce qui semblait être de l'approbation. Une famille d'écureuils observait depuis l'abri de la pile de bois, leurs yeux sombres brillant de curiosité. Même un jeune cerf s'était aventuré jusqu'à la lisière de la clairière, observant cet étrange enfant humain qui se déplaçait avec une telle détermination à travers les ruines. La présence des créatures de la forêt ravivait les souvenirs de la cabane de son grand-père, où des animaux semblables lui tenaient compagnie pendant les longues journées d'été. La faune reconnaît les bonnes intentions, lui avait expliqué son grand-père. Ils peuvent sentir quand quelqu'un a l'intention de construire, plutôt que de détruire. Ce fut en traînant une poutre particulièrement lourde, loin de la structure principale, que Samuel fit une découverte qui changea tout. Le bois s'était accroché à son sac à dos, qui s'était d'une manière ou d'une autre enfoncé plus profondément dans les décombres pendant la nuit. En tirant sur le sac, il entendit le cliquetis caractéristique d'outils en métal. Les doigts tremblants, Samuel ouvrit un compartiment dont il avait oublié l'existence. À l'intérieur, enveloppée dans la vieille chemise de flanelle de son grand-père, se trouvait une petite boîte à outils en métal. Samuel retint son souffle en la saisissant. Il se souvenait de cette boîte, du dernier été qu'ils avaient passé ensemble, bien qu'il n'en eût jamais vu l'intérieur. Le loquet s'ouvrit avec un déclic satisfaisant, révélant un assortiment d'outils à main qui fit battre le cœur de Samuel d'anticipation. Une petite scie à main avec une lame tranchante et bien entretenue, un jeu de ciseaux de taille graduée, une équerre en bois poli, une collection de forêts et de poinçons en métal, et,
le plus précieux de tous, un rouleau à outils en cuir, contenant les meilleurs instruments de menuiserie de son grand-père. De petits rabots, des couteaux à sculpter et des gouges délicates qui pouvaient transformer le bois en œuvre d'art, rangées dans le couvercle de la boîte. Samuel trouva un morceau de papier plié avec son nom écrit de la main familière de son grand-père. Ses mains tremblaient en le dépliant. « Samuel, si tu lis ceci, c'est que tu te trouves dans une situation où ces outils peuvent faire la différence entre abandonner et continuer. J'ai toujours su que tu avais le don de construire, et j'espère t'avoir appris suffisamment sur la manière d'utiliser tes mains pour faire quelque chose de bien dans ce monde. Ces outils ont appartenu à mon père et à son père avant lui. Maintenant, ils sont à toi. Utilise-les bien, et souviens-toi que l'outil le plus important est celui qui se trouve entre tes deux oreilles. Avec tout mon amour, grand-père. » Samuel s'assit sur les talons, submergé par l'ampleur de ce cadeau. Son grand-père avait su, d'une manière ou d'une autre, avant même que Samuel ne s'en rende compte, que ces outils seraient nécessaires. Le vieil homme s'était préparé pour ce moment, rangeant la boîte à outils là où Samuel la trouverait lorsque l'espoir semblerait le plus lointain. Avec une énergie renouvelée, Samuel commença à trier les matériaux récupérables autour de la cabane. James Morrison avait été un constructeur habile, et une grande partie de son travail pouvait être préservée avec une restauration soignée. Les poteaux de soutien principaux étaient solides, ne nécessitant que des réparations mineures. Plusieurs rondins pouvaient être réutilisés après avoir retiré le calfeutrage pourri entre eux. Même certaines des tuiles taillées à la main du toit effondré étaient en bon état. À l'aide de l'équerre de son grand-père, Samuel commença à esquisser un plan pour la reconstruction. Il commencerait par les fondations, s'assurant qu'elles soient de niveau et bien drainées. Ensuite, il reconstruirait la charpente, en incorporant les bois qui pouvaient être sauvés du travail original de James Morrison. Les murs seraient érigés section par section, et enfin, il s'attaquerait à la géométrie complexe du toit. Alors que l'après-midi avançait, Samuel se laissa emporter par le rythme méditatif d'un travail utile. Chaque planche qu'il examinait, chaque mesure qu'il prenait, chaque petite réparation qu'il effectuait le rapprochait de son but. Les animaux de la forêt avaient accepté sa présence, et l'écureuil roux s'aventura même à descendre de son arbre pour inspecter la boîte à outils. Au crépuscule, Samuel avait accompli plus qu'il ne l'aurait cru possible. La zone de la cabane était entièrement dégagée. Les pierres de fondation étaient nettoyées et évaluées, et il avait trié les matériaux récupérables en piles organisées. Plus important encore, il avait un plan et les outils pour le mettre en œuvre. La nuit tombée, Samuel alluma un petit feu dans ce qui restait de l'ancienne cheminée. Le tirage était bon, envoyant la fumée à travers la maçonnerie brisée vers les étoiles. Il prépara un repas simple de légumes sauvages et du reste de ses provisions. Puis, il passa la soirée à la lueur du feu, examinant chaque outil de la collection de son grand-père et planifiant le travail à venir. Demain, la véritable construction commencerait. Le son qui réveilla Samuel à sa 6e aube dans la nature était inconnu. Un bruit rythmé qui semblait provenir de quelque part au-delà de la crête orientale. Il resta immobile sur son lit de fortune en branche de pin, écoutant attentivement comme son grand-père lui avait appris à le faire lorsqu'il rencontrait quelque chose de nouveau dans la forêt. Le son revint, du métal frappant du métal, selon un motif trop régulier pour être naturel. Après un petit déjeuner de thé d'aiguilles de pin et de baies sauvages, Samuel suivit le son le long d'un sentier escarpé qui serpentait entre d'énormes rochers de granit. La montée était périlleuse, mais les semaines passées dans la forêt avaient renforcé ses jambes et affûté son équilibre. Au sommet de la crête, il découvrit quelque chose qui fit battre son cœur d'excitation. En contrebas, traversant une vallée étroite, se trouvèrent les vestiges rouillés d'une ancienne voie ferrée.
Les rails avaient été enlevés depuis longtemps, probablement pendant l'une des guerres où le métal était rare, mais les traverses étaient restées. Des centaines d'entre elles s'étendaient au loin, tel un chemin de bois à travers la forêt. Et disséminées le long de la voie abandonnée se trouvaient des pièces de métal qui maintenaient autrefois les rails en place. Des crampons en fer, des plaques d'acier et de lourds boulons qui sonnaient comme des cloches lorsque le vent les agitait. Samuel descendit précipitamment dans la vallée, son esprit déjà bouillonnant de possibilités. Les traverses étaient faites du meilleur bois, traité à la créosote pour résister à la pourriture et aux insectes. Elles feraient des poutres de fondation parfaites pour la reconstruction de sa cabane. La quincaillerie métallique pourrait être transformée en charnière, support et renfort qui rendrait sa construction plus solide que tout ce que James Morrison aurait pu accomplir avec de simples outils à main. Mais récupérer ces matériaux exigerait plus que de l'enthousiasme. Une seule traverse pesait plus de 90 kilos. Trop lourd pour qu'un garçon de 12 ans puisse la déplacer seul. Samuel devrait penser comme un ingénieur, utilisant des leviers et son ingéniosité pour accomplir ce que la force brute ne pouvait pas. Il passa la matinée à étudier le problème, parcourant toute la longueur des rails abandonnés et cataloguant ce qui était disponible. Près de ce qui avait été autrefois un point d'eau, il trouva les restes d'une plateforme de chargement et le châssis rouillé d'une draisine. La majeure partie de la draisine avait disparu, mais les roues en fer et l'essieu étaient toujours intacts. Samuel retourna à sa cabane et récupéra les outils de son grand-père, ainsi que quelques cordes qu'il avait sauvées des décombres. Les 3 jours suivants furent consacrés à un travail d'ingénierie minutieux, construisant un traîneau de fortune capable de transporter les lourdes traverses en bas de la montagne. En utilisant les principes que son grand-père lui avait enseignés sur l'avantage mécanique, Samuel construisit un système de poulies et de leviers qui lui permit de déplacer des objets bien plus lourds que lui. Le travail était épuisant et souvent dangereux. Une traverse glissa de son traîneau improvisé et faillit lui écraser la jambe. Une autre fois, la corde se rompit sous le poids et il tomba à la renverse dans un buisson de ronces. Mais à chaque transport réussi, la confiance de Samuel grandissait. Il acquérait des compétences qui allaient bien au-delà de tout ce que son grand-père lui avait enseigné, résolvant des problèmes par essai et erreur et par une observation attentive. En travaillant, Samuel se retrouva à développer des relations avec les animaux de la forêt qu'il avait d'abord regardés avec méfiance. L'écureuil roux, qu'il avait baptisé Chester, l'accompagnait souvent sur le traîneau de traverse, jacassant des mots d'encouragement lors des passages difficiles. Une famille de ratons laveurs découvrit que son travail exposait parfois des larves et des insectes, et ils commencèrent à suivre ses activités comme une équipe de nettoyage. Le plus surprenant fut le jeune ours noir, qui apparut le 10e jour de son transport de matériaux. Le premier instinct de Samuel fut la peur, mais l'ours ne montra aucune agressivité. Au lieu de cela, il semblait curieux des étranges activités humaines sur son territoire. Samuel se souvint des conseils de son grand-père sur la faune. Respecte-les, donne-leur de l'espace, mais ne présume pas de leurs mauvaises intentions, à moins qu'ils ne les manifestent. L'ours, que Samuel nomma Bruno, devint un observateur régulier du chantier de construction. Il semblait particulièrement fasciné par les aspects mécaniques des solutions d'ingénierie de Samuel, restant parfois assis pendant des heures à observer les systèmes de poulies en action. Samuel trouvait la présence de la créature étrangement réconfortante, comme si même les plus puissants résidents de la forêt approuvaient son projet. Au bout de 2 semaines, Samuel avait transporté suffisamment de traverses pour reconstruire l'ensemble du système de fondation de la cabane. Plus important encore, il avait acquis des compétences avancées en résolution de problèmes qui lui serviraient tout au long du processus de construction. Il avait découvert que chaque défi avait une solution, s'il était prêt à penser de manière créative et à travailler avec patience.
Le soir de son 14e jour, Samuel s'assit près du feu, examinant un énorme crampon de bois ferré qu'il avait récupéré cet après-midi-là. Le crampon mesurait plus de 15 cm de long et était forgé dans un acier de haute qualité. Entre les mains de son grand-père, un tel morceau de métal aurait pu devenir une douzaine d'outils différents, des poinçons, des ciseaux, des coins ou des leviers. Samuel tenait le crampon à la lueur du feu, sentant son poids et son équilibre. Le lendemain, il commencerait le travail délicat de forger ses propres outils à partir du matériel ferroviaire. La reconstruction de la cabane devenait plus qu'un simple projet de construction. Elle devenait une leçon d'autosuffisance qui lui servirait pour le reste de sa vie. Chester l'écureuil piaillait depuis son perchoir dans le pin voisin et, quelque part dans l'obscurité, Bruno l'ours se déplaçait dans le sous-bois. Samuel n'était plus seul dans la nature. Il avait construit une communauté de compagnons improbables, humains et animaux, qui partageaient sa vision de créer quelque chose de durable et de beau dans cet endroit reculé. L'accident survint un mardi matin, alors que l'air d'automne portait le premier vrai signe de l'hiver approchant. Samuel travaillait sur le mur nord de la cabane, ajustant un rondin particulièrement têtu, lorsque l'échafaudage improvisé qu'il avait construit avec du bois de récupération céda sous lui. Il chuta de 2,5 mètres, atterrissant lourdement sur une pile de traverses de chemin de fer, son bras gauche tordu sous son corps. La douleur fut immédiate et foudroyante. Samuel resta immobile pendant plusieurs minutes, luttant contre des vagues de nausées et essayant d'évaluer les dégâts. Son bras lançait une douleur profonde et aiguë, qui suggérait quelque chose de plus grave qu'une simple contusion. Quand il parvint enfin à s'asseoir, il vit que son poignet était enflé et commençait déjà à se décolorer. Pour la première fois depuis le début de son odyssée en montagne, Samuel sentit tout le poids de son isolement. Il n'y avait personne à appeler à l'aide, pas d'hôpital à moins de 80 km, pas d'adulte pour prendre des décisions concernant ses soins. Il avait 12 ans, était seul dans la nature et, possiblement, gravement blessé. Mais la panique ne l'aiderait pas maintenant. Samuel se força à respirer lentement et à réfléchir à la situation, comme son grand-père l'aurait fait. Le vieil homme avait été médecin au Vietnam et avait enseigné à Samuel les premiers secours de base durant les étés qu'ils avaient passés ensemble. Plus important encore, il lui avait appris que la clarté d'esprit était l'outil le plus précieux dans toute situation d'urgence. Samuel examina attentivement son bras blessé, bougeant ses doigts et testant son amplitude de mouvement. La douleur était vive, mais il pouvait tout bouger. Aucun os n'était visiblement cassé, bien qu'il soupçonnât une grave entorse au poignet. À l'aide de lanières déchirées dans sa chemise de flanelle, il confectionna une écharpe rudimentaire pour immobiliser l'articulation. Le plus grand défi serait de continuer son travail avec une seule main fonctionnelle. L'hiver approchait rapidement et Samuel pouvait déjà voir de la neige sur les plus hauts sommets. La cabane devait être à l'épreuve des intempéries d'ici quelques semaines, où il ne survivrait pas jusqu'au printemps. Cette nuit-là, alors que Samuel était assis près de la cheminée, soignant sa blessure, il fit une découverte qui allait changer à jamais sa relation avec la nature sauvage. En fouillant dans les décombres autour du site de l'ancienne cabane, il tomba sur un petit flacon de médicaments en verre avec une étiquette manuscrite qui disait « Extrait d'écorce de saule pour la douleur et la fièvre ». Le flacon était vide. Mais il rappela à Samuel les leçons que son grand-père lui avait enseignées sur les remèdes naturels. Des saules poussaient en abondance le long du ruisseau qui traversait sa clairière, et Samuel se souvint que leur écorce interne contenait des composés similaires à l'aspirine moderne. Travaillant prudemment avec sa seule main valide, il récolta l'écorce de jeunes branches de saule et la prépara de la manière que son grand-père lui avait montrée. Il gratta l'écorce interne en fines lamelles, puis les fit infuser dans de l'eau chaude
pour préparer un thé amer mais efficace. Le thé d'écorce de saule réduisit effectivement sa douleur. Mais surtout, le processus de préparation le reliait à des générations d'hommes qui avaient vécu et guéri grâce à la terre. James Morrison avait probablement utilisé des remèdes similaires durant son séjour dans la cabane. Les peuples autochtones, eux, avaient certainement utilisé ces mêmes plantes pendant des milliers d'années avant l'arrivée des colons européens. Dans les jours qui suivirent, alors que Samuel adaptait ses méthodes de travail à sa blessure, il se surprit à observer le monde naturel d'une manière nouvelle. Il remarqua quelles plantes les cerfs broutaient, quelles baies les oiseaux préféraient, et quelles zones de la forêt fournissaient les meilleurs matériaux pour différents usages. La nature sauvage n'était plus seulement une toile de fond pour son projet de construction, c'était une vaste bibliothèque de connaissances, attendant d'être lue par quiconque était prêt à apprendre son langage. Travailler d'une seule main obligea Samuel à devenir plus ingénieux dans ses méthodes. Il développa de nouvelles façons de hisser les lourdes poutres en place, créa des systèmes de poulies qui exigeaient moins de force brute, et apprit à gérer son rythme avec plus de soin. La blessure, d'abord perçue comme une catastrophe, devint son enseignante, lui montrant que les limitations pouvaient stimuler la créativité plutôt que de l'anéantir. Chester, l'écureuil, semblait sentir la vulnérabilité de Samuel et se tenait plus près du chantier, comme pour monter la garde. Bruno, l'ours, apparaissait plus fréquemment, s'asseyant parfois des heures à la lisière de la clairière, une présence massive et étrangement réconfortante. Même les corbeaux, nichés dans les hauts pins, se mirent à laisser tomber des brindilles et de petits objets près de son lieu de travail, comme s'ils contribuaient à l'effort de construction. Alors que son poignet guérissait lentement au fil des 2 semaines, Samuel réalisa que sa relation avec la nature sauvage de la montagne avait fondamentalement changé. Il ne se contentait plus d'y survivre ou de construire sur elle. Il en devenait une partie intégrante, apprenant à lire ses humeurs et ses saisons, à comprendre ses rythmes et ses ressources. Le vieux flacon de remède reposait sur une étagère qu'il avait construite à l'intérieur de la cabane, à moitié rebâtie. Un souvenir du savoir qui le liait à tous ceux qui avaient un jour appelé cet endroit leur foyer. Samuel n'était pas le premier à affronter des épreuves ici, et il ne serait pas le dernier. Mais il apprenait que la terre elle-même était un maître, offrant ses leçons à quiconque était assez courageux pour écouter et assez humble pour apprendre. Samuel coupait du bois derrière la cabane, partiellement reconstruite, lorsqu'il entendit un son devenu étranger à ses oreilles, après des semaines de solitude. Une voix humaine appelant à l'aide. Le cri était faible, désespéré, et venait de quelque part au-delà de la crête est, là où l'ancienne voie ferrée serpentait à travers la forêt. Lâchant sa hache, Samuel tendit l'oreille. Le cri retentit de nouveau, plus proche cette fois, accompagné du bruit de quelqu'un se frayant un chemin à travers les sous-bois, sans se soucier ni de la discrétion ni de la sécurité. Le premier réflexe de Samuel fut de se cacher. Il s'était habitué à l'isolement et n'était pas sûr de vouloir partager son projet secret avec le monde extérieur. Mais la voix de son grand-père résonna dans sa mémoire. Le caractère d'un homme se mesure à ce qu'il fait quand personne ne le regarde, et à la façon dont il traite ceux qui ont besoin d'aide. Samuel attrapa sa gourde et une poignée de baies sauvages, puis se dirigea vers les bruits de détresse. Il trouva l'étranger effondré au bord de l'ancienne voie ferrée. C'était un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'habits de randonnée coûteux, maintenant déchirés par les épines et le rude voyage. Du sang suintait d'un bandage improvisé sur sa jambe gauche, et son visage était pâle d'épuisement et de douleur. « S'il vous plaît » haleta l'homme en voyant Samuel s'approcher. « Je suis perdu depuis 2 jours. Mon GPS est tombé en panne et j'ai fait une mauvaise chute hier. Je crois que ma jambe est cassée. Oh,
Samuel s'agenouilla près du randonneur blessé, son esprit passant automatiquement en revue les gestes d'urgence que son grand-père lui avait enseignés. La respiration de l'homme était superficielle mais régulière, son pouls rapide mais fort. La blessure à la jambe semblait grave, mais pas mortelle. « Je m'appelle Samuel », dit-il en tendant sa gourde à l'homme. « Laissez-moi jeter un œil à votre jambe. » Les yeux du randonneur s'écarquillèrent lorsqu'il regarda vraiment Samuel pour la première fois. « Tu n'es qu'un enfant. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul ?»« La même chose que vous, je suppose, » répondit Samuel avec diplomatie. « J'essaye de survivre. » Il examina attentivement la jambe blessée, notant le gonflement et l'angle anormal qui suggérait une fracture sous le genou. « Ça nécessite de vrais soins médicaux, mais je peux aider à la stabiliser pour le moment. » Tandis que Samuel s'affairait à immobiliser la jambe de l'homme avec des techniques enseignées par son grand-père, le randonneur observait son jeune sauveur avec un étonnement croissant. « Tu as l'air de savoir ce que tu fais. Tu campes dans le coin ?» Samuel montra du doigt la clairière où son projet de reconstruction prenait forme. « Je vis là-bas. » Quand l'homme vit la structure à moitié reconstruite, sa réaction ne fut pas celle que Samuel attendait. Au lieu de la surprise ou de l'inquiétude face à un enfant vivant seul dans la nature, son visage s'emplit de reconnaissance et de quelque chose qui ressemblait à de la révérence. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est la cabane de Jim Morrison. Je n'aurais jamais pensé la revoir. » Samuel cessa de travailler sur la telle et leva les yeux vers son patient. « Vous connaissiez James Morrison ?»« Si je le connaissais ?» L'homme eut un rire faible. « Jim Morrison m'a sauvé la vie en Corée. Je suis Henry Walsh. Nous avons servi ensemble dans la 2e division d'infanterie. » Il sortit de sous sa chemise une paire de plaques d'identité militaire ternies. « Jim me les a données quand il a cru qu'il ne s'en sortirait pas après une bataille particulièrement rude. Il a dit que sa famille devait savoir ce qui lui était arrivé si je rentrais au pays. » « Et il s'en est sorti ?» Les mains de Samuel tremblaient tandis qu'il finissait d'attacher l'attelle. « Il est rentré. Il a construit cette cabane pour sa famille. » Henry hocha lentement la tête. « J'en avais entendu parler. On m'a dit qu'il essayait de repartir à zéro, fuir les cauchemars et la foule. Beaucoup d'entre nous ont eu du mal à se réadapter après la guerre. Jim, encore plus que la plupart. Il a vu des choses, fait des choses qu'aucun homme ne devrait avoir à porter seul. » Dans les heures qui suivirent, pendant qu'Henry se reposait et reprenait des forces, il raconta à Samuel des histoires sur James Morrison que le journal n'avait jamais révélées. Jim était un expert en démolition, capable de construire et de détruire avec une égale maîtrise. Il était aussi un homme hanté par la destruction qu'il avait causée, cherchant désespérément à créer quelque chose de beau et de durable pour équilibrer la balance de sa conscience. « Jim était le meilleur ingénieur de combat que j'ai jamais connu, » dit Henry, acceptant une autre tasse de tisane d'écorce de saule préparée par Samuel. Il pouvait construire un pont avec du bambou et de la corde capable de supporter un char, ou raser une montagne avec des explosifs et une précision d'horloger. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était construire quelque chose qui dure, quelque chose pour abriter les gens qu'il aimait, au lieu de détruire ceux qu'on lui ordonnait de combattre. Yaki. À la tombée de la nuit, Henry examina le travail de reconstruction de Samuel avec l'œil de quelqu'un qui comprenait à la fois la construction et l'homme qui avait bâti cet endroit à l'origine. « Tu fais du bon travail, mon garçon. Jim serait fier de voir sa maison restaurée avec autant de soin et de talent. » Samuel aida Henry à descendre vers la clairière, où l'homme blessé pourrait se reposer plus confortablement
en attendant de décider comment le faire parvenir à un médecin. Mais avant qu'il n'atteigne la cabane, Henry fit une remarque qui changea la perception que Samuel avait de tout son projet. « Tu sais, » dit Henry en étudiant les rondins parfaitement ajustés et les joints méticuleusement travaillés, « ce n'est pas seulement de la reconstruction. C'est un hommage. Jim disait toujours que chaque bâtiment porte l'âme de son créateur. Tu ne fais pas que réparer sa cabane, fiston. Tu achèves son rêve. » Les premiers flocons de neige commencèrent à tomber par un matin gris d'octobre, alors que Samuel installait la girouette artisanale sur le toit fraîchement achevé de la cabane. Depuis son perchoir à 6 mètres du sol, il regarda les délicats cristaux blancs tournoyer entre les branches des pins, chacun annonciateur de l'hiver brutal qui allait bientôt s'abattre sur les montagnes du Colorado. Henry Walsh était parti depuis 3 jours, évacué de la forêt par une équipe de recherche et de sauvetage que Samuel avait aidé à alerter grâce à la balise de détresse d'Henry. Avant de partir, Henry avait donné à Samuel quelque chose de précieux, les plaques d'identité militaire originales de James Morrison et la promesse de garder secrète la localisation du garçon jusqu'au printemps. « Un homme doit finir ce qu'il a commencé », avait dit Henry. Jim comprendrait ça mieux que personne. De nouveau seul dans son refuge montagnard, Samuel sentit le poids de l'hiver approchant comme une présence physique. La girouette qu'il installait avait été forgée à partir d'un vieux clou de chemin de fer, sa flèche pointant fermement vers le nord, vers les sommets déjà enneigés. Elle servirait à la fois d'outil pour lire la direction du vent et de symbole de sa détermination à affronter les tempêtes à venir. La cabane était presque prête, mais presque ne suffirait pas lorsque les températures chuteraient sous le point de congélation et que la neige commencerait à s'accumuler pour de bon. Il restait peut-être 2 semaines à Samuel pour achever l'isolation critique, colmater les dernières fissures entre les rondins, installer les dernières fenêtres qu'il avait récupérées et réparées, et s'assurer que sa cheminée fonctionnerait parfaitement par tous les temps. Travaillant avec une urgence renouvelée, Samuel aborda chaque tâche restante avec une précision méthodique. Il prépara un torchis d'argile, trouvé le long du ruisseau, en y ajoutant de la chaux provenant de calcaire broyé et du crin d'un cheval sauvage avec lequel il s'était lié d'amitié. Le mélange scellerait les interstices entre les rondins, empêchant le vent et l'humidité de s'infiltrer. Les fenêtres représentaient un défi particulier. Samuel avait trouvé plusieurs cadres intacts dans les débris, mais la plupart des vitres étaient brisées. Utilisant des techniques apprises de son grand-père et perfectionnées par essai et erreur, il tailla de nouveaux carreaux dans une plaque de verre récupérée sur le pare-brise d'un vieux camion près de la voie ferrée. Chaque pièce devait être mesurée avec précision, coupée avec patience et installée avec soin. En travaillant, Samuel se surprenait à penser aux histoires d'Henry sur James Morrison. Le premier constructeur avait été un homme tourmenté par ses démons, qui cherchait la paix dans l'acte de création. Samuel comprenait maintenant cette motivation. Chaque planche qu'il ajustait, chaque pierre qu'il posait, chaque joint qu'il scellait n'était pas seulement un travail de construction. C'était un acte de foi en l'avenir, une affirmation que la permanence était possible, même dans un monde qui semblait déterminé à tout détruire. Les animaux de la forêt, devenus ses compagnons, semblaient sentir l'urgence de son travail. Chester, l'écureuil, passait moins de temps à jacasser et plus de temps à amasser des noix pour l'hiver. Bruno, l'ours, apparaissait plus fréquemment, comme pour vérifier l'avancement des travaux de Samuel avant d'entamer ses propres préparatifs pour l'hibernation. Même les corbeaux travaillaient avec une intensité inhabituelle, rassemblant des matériaux pour leur nid d'hiver et cachant de la nourriture dans des lieux secrets. La routine quotidienne de Samuel devint une course contre la montre et les éléments. Il se levait avant l'aube et travaillait jusqu'à la tombée de la nuit, ne s'arrêtant que pour des repas rapides et les brefs moments de repos que son corps exigeait. Ses mains,
déjà endurcies par des semaines de labeur, développèrent de nouvelles callosités et cicatrices. Ses épaules et son dos le faisaient constamment souffrir, mais son esprit s'élevait à chaque tâche accomplie. Le cellier derrière la cabane devint son centre de stockage alimentaire. Samuel passa des semaines à récolter des noix sauvages, à faire sécher des baies et à fumer le poisson pêché dans le ruisseau. Il apprit également à conserver la viande de petits gibiers, en utilisant les techniques de son grand-père, combinées aux méthodes décrites dans le journal de James Morrison. Le cellier garderait ses provisions gelées pendant les mois d'hiver, lui assurant de ne pas mourir de faim avant le printemps. Le bois de chauffage représentait un autre défi de taille. Samuel calcula qu'il lui faudrait au moins 10 cordes de bois sec pour chauffer la cabane durant l'hiver. Seul, avec des outils manuels, couper et fendre une telle quantité de bois semblait impossible. Mais Samuel avait appris que « impossible » n'était qu'un autre mot pour « difficile », et que les problèmes difficiles cédaient face à la patience et à la détermination. Il établit un rythme. Les matinées pour les travaux de construction, lorsque son énergie était à son comble, les après-midi pour couper et fendre le bois, et les soirées pour l'entretien des outils et la réparation du matériel. Chaque jour apportait des progrès visibles, mais chaque jour aussi, la température baissait de quelques degrés et la ligne de neige se rapprochait de quelques centaines de mètres de son altitude. Le soir où Samuel installa la dernière fenêtre, scellant la dernière grande ouverture de sa forteresse contre l'hiver, il prit du recul pour admirer ce qu'il avait accompli. La cabane se dressait, solide et robuste, avec des murs résistants et un toit sûr. La fumée montait en un filet constant de la cheminée, et une lueur chaude filtrait à travers les fenêtres, promesse d'un abri contre les pires assauts de la montagne. Samuel toucha la flèche de la girouette qui oscillait dans la brise du soir, pointant vers les défis à venir. L'hiver arrivait, mais il était prêt. La tempête commença comme un murmure de vent dans la cime des pins, si léger que Samuel l'ignora presque, tandis qu'il sculptait les derniers détails d'une croix en bois sur laquelle il travaillait pendant les longues soirées. Il avait façonné la croix avec un morceau de bois récupéré de la construction originale de James Morrison. Elle se voulait un mémorial au premier bâtisseur de la cabane et un symbole de gratitude pour sa propre survie. Mais le murmure se mua en gémissement, puis en hurlement, et à minuit, la première tempête de neige de l'hiver déchaînait toute sa fureur sur la nature sauvage montagneuse. Samuel avait déjà affronté des tempêtes en montagne, mais rien ne l'avait préparé à la puissance brute de cet ouragan de neige et de vent si précoce. La cabane tremblait sous l'assaut. La neige, poussée par le vent, s'infiltrait par la moindre fissure, formant de petits monticules dans les coins, là où Samuel pensait avoir obtenu une étanchéité parfaite. La température chuta si rapidement que les pierres de la cheminée se contractèrent avec des claquements secs, et le givre commença à se former sur les murs intérieurs, malgré le feu qui brûlait sans relâche dans l'âtre. Samuel passa la première nuit de la tempête à se déplacer sans cesse dans la cabane, surveillant les problèmes et effectuant de petites réparations au fur et à mesure. Un pan du toit métallique se détacha et dut être refixé en martelant des clous supplémentaires en pleine bourrasque. Le cadre d'une fenêtre se déplaça légèrement sous la pression, nécessitant un nouveau calfeutrage pour maintenir l'étanchéité. La cheminée tirait de manière erratique au gré des changements de direction du vent, remplissant parfois la cabane d'une fumée qui lui faisait pleurer les yeux et lui brûlait la gorge. À l'aube, un mètre de neige s'était accumulé autour des murs de la cabane, et la tempête ne montrait aucun signe de faiblesse. Samuel réalisa, avec une inquiétude croissante, que cela pourrait être bien plus qu'une simple tempête de début d'hiver. La girouette qu'il avait installée tournait follement, incapable de se stabiliser dans une quelconque direction, tandis que le vent tourbillonnait dans la clairière. Le deuxième jour, la véritable épreuve commença. Le poids de la neige accumulée surchargeait la structure du toit, et Samuel pouvait entendre les poutres gémir sous la charge.
Il avait construit un toit solide, en suivant le plan original de James Morrison et en le renforçant avec des supports supplémentaires, mais il ne s'était jamais attendu à affronter de telles conditions si tôt dans la saison. Travaillant à la lueur du feu, Samuel utilisa les techniques que son grand-père lui avait enseignées pour les réparations d'urgence. Il renforça les poutres du plafond avec des étais supplémentaires, taillés dans son stock de bois de chauffage soigneusement entreposé. Il redistribua la charge, créant de nouveaux points d'appui là où la tension semblait la plus forte. Plus important encore, il garda son calme et travailla méthodiquement, ne laissant jamais la panique obscurcir son jugement. La troisième nuit apporta la phase la plus dangereuse de la tempête. Le vent atteignit des vitesses qui semblaient impossibles, secouant la cabane entière comme un jouet dans les mains d'un géant furieux. Samuel resta éveillé, écoutant les arbres s'abattre dans la forêt environnante. D'énormes pins, qui se dressaient là depuis des décennies, s'écrasaient au sol dans un bruit de tonnerre. À un moment donné, durant cette nuit interminable, Samuel réalisa que sa survie n'était plus une certitude. La cabane tenait bon, mais de justesse. Si le toit s'effondrait ou si les murs cédaient, il affronterait la tempête avec seulement les vêtements qu'il portait et les provisions qu'il pourrait saisir dans les derniers instants. L'abri le plus proche se trouvait à 64 kilomètres, sur un terrain qui serait impossible à traverser dans ces conditions. C'est alors que Samuel saisit la croix de bois qu'il avait sculptée, la tenant dans ses mains comme il avait vu son grand-père le faire dans les moments d'incertitude. Le vieil homme n'était pas particulièrement religieux, mais il comprenait le pouvoir du rituel et du symbole pour concentrer l'esprit et fortifier l'âme. « Si je ne survis pas à ça, » murmura Samuel à la croix de bois, « que quelqu'un trouve cet endroit et sache que j'ai essayé. Qu'il sache que le rêve de James Morrison valait la peine d'être reconstruit, même si je n'ai pas été assez fort pour le mener à bien. » Mais à l'aube du 4e jour, le vent commença à faiblir. La neige continuait de tomber, mais sans la force qui en faisait une arme. Samuel s'aventura dehors pour la première fois en 3 jours et découvrit un monde transformé. La cabane était cernée par une couche de neige qui atteignait presque les fenêtres. Contre le mur nord, des congères s'élevaient plus haut que Samuel lui-même. Plus important encore, la cabane avait tenu. Toutes les jointures étaient fermes, toutes les fenêtres intactes, toutes les poutres de soutien solides et robustes. Le toit ne montrait aucun signe de dommage, et la cheminée continuait de fonctionner correctement, bien qu'elle soit presque ensevelie sous la neige. Debout sur le seuil, contemplant une nature sauvage rendue méconnaissable par la fureur de la tempête, Samuel ressentit un profond sentiment d'accomplissement qui allait au-delà de la simple survie. Il avait construit quelque chose qui pouvait résister au pire de ce que la nature pouvait offrir. Plus encore, il s'était prouvé que les compétences et les valeurs que son grand-père lui avait transmises n'étaient pas seulement une sagesse d'un autre temps, mais des outils pratiques pour créer quelque chose de durable dans un monde impermanent. Samuel posa la croix de bois sur une étagère, à côté de la photographie de James Morrison, un rappel que certains rêves sont assez forts pour survivre à n'importe quelle tempête. Le printemps arriva dans les montagnes, tel un doux réveil après un long songe. Samuel le perçut d'abord dans le changement de la qualité de la lumière qui filtrait par les fenêtres de sa cabane. Ce n'était plus l'éclat intense du soleil sur la neige, mais l'éclairage plus doux des jours qui rallongent et de la glace qui fond. Les sons aussi changèrent, le goutte-à-goutte de l'eau des avant-toits, le murmure lointain du ruisseau qui coulait à nouveau librement, et, quelque part dans la forêt, les appels hésitants des oiseaux revenant de leurs refuges hivernaux. Samuel avait survécu. Plus que survécu, il avait prospéré. Les longs mois d'hiver avaient été une période de réflexion et de productivité tranquille. Il passait les courtes journées à sculpter des meubles avec du bois de récupération, à fabriquer des outils et des ustensiles, et à lire le journal de James Morrison maintes et maintes fois,
jusqu'à avoir le sentiment de connaître cet homme comme un membre de sa famille. Les longues nuits étaient peuplées de plans pour les améliorations à venir et de rêves du jardin qu'il planterait lorsque le sol dégèlerait. La cabane avait prouvé sa valeur durant des mois de climat brutal. Pas une seule fois, le toit n'avait fui ou les murs n'avaient bougé. La cheminée avait fonctionné parfaitement pendant les pires tempêtes et les fenêtres soigneusement calfeutrées avaient maintenu le vent et le froid à l'extérieur tout en laissant entrer la précieuse lumière. Samuel avait créé quelque chose digne de fierté, quelque chose qui honorait à la fois les enseignements de son grand-père et la vision originale de James Morrison. Par une douce matinée de début avril, alors que la neige s'était retirée pour ne former que des plaques dans les ombres les plus profondes, Samuel entendit des voix s'approcher à travers la forêt. Il les reconnut comme humaines bien avant qu'elles n'atteignent sa clairière. Mais, après des mois de solitude, le son paraissait aussi étrange que le chant d'oiseaux dans une langue inconnue. 3 randonneurs émergèrent des arbres, un couple d'âge moyen et leur fils adolescent, tous vêtus de coûteux vêtements de plein air et portant des sacs à dos légers. Ils s'arrêtèrent à l'orée de la clairière et regardèrent avec stupéfaction ce qu'ils y trouvaient. La cabane semblait sortie d'un conte de fées, parfaitement proportionnée et magnifiquement ouvragée. La fumée s'élevait de la cheminée en une colonne droite dans l'air calme. Les jardinières que Samuel avait construites et installées contenaient les premières pousses vertes de plantes sauvages qu'il avait transplantées de la forêt. Une pile de bois de chauffage bien rangée était adossée au mur sud, et un potager avait été préparé et ensemencé avec des graines que Samuel avait récoltées et conservées. « Mon Dieu !» murmura la femme. « Regardez ce travail d'artisan. Ces jointures sont parfaites. Et ce toit, est-il fait à la main ?» Samuel apparut sur le seuil, vêtu d'habits qu'il avait rapiécés et reprisés pendant l'hiver, mais avec la confiance tranquille de celui qui avait éprouvé ses capacités sans l'ombre d'un doute. Il était plus grand que 6 mois auparavant, ses épaules s'étaient élargies, et ses mains portaient les marques permanentes d'un travail manuel habile. « Bonjour », dit-il poliment, comme son grand-père lui avait appris à saluer les visiteurs. « Bienvenue chez moi. » La famille échangea des regards mêlés de confusion et de stupeur. « Chez vous ?» demanda le père. « Mon garçon, quel âge as-tu » ? 13 ans, le mois dernier, répondit Samuel. J'ai construit cet endroit seul, bien que j'ai eu l'aide de quelqu'un qui est venu avant moi. Tandis que la matinée avançait, Samuel raconta son histoire aux randonneurs fascinés. Il leur montra la cabane, expliquant comment il avait récupéré les matériaux, résolu les problèmes d'ingénierie et survécu seul à l'hiver. Il partagea l'histoire de James Morrison et l'héritage qui avait inspiré son travail. Surtout, il leur démontra qu'il n'était pas un enfant perdu ayant besoin d'être secouru, mais un jeune homme capable qui avait trouvé sa place dans le monde. Le fils adolescent fut particulièrement impressionné par l'atelier de Samuel, où des outils forgés à la main étaient suspendus en rangées ordonnées et où des projets inachevés témoignaient d'une créativité et d'une habileté continue. « Comment as-tu appris à faire tout ça ?» demanda-t-il. « Mon grand-père m'a appris les bases, » répondit Samuel. « Le reste, je l'ai découvert par moi-même, au fur et à mesure. Quand tu n'as pas d'autre choix que de résoudre un problème, tu découvres que tu es bien plus capable que tu ne l'aurais jamais imaginé. » Avant de repartir, la famille aida Samuel à planter des graines de fleurs sauvages autour du périmètre de la cabane. La femme avait apporté un paquet de graines mélangées pour son propre jardin, mais insista sur le fait que la maison de Samuel méritait des fleurs, et, alors qu'ils travaillaient ensemble dans la terre tiède, Samuel sentit une connexion avec le monde extérieur qu'il n'avait pas éprouvée depuis qu'il avait été abandonné. « Tu vas rester ici ?» demanda le père, alors qu'ils se préparaient à reprendre leur chemin. Samuel regarda autour de lui. La clairière
où il avait passé les mois les plus transformateurs de sa vie. La cabane se dressait, solide et accueillante, un témoignage de la puissance, de la détermination et du savoir-faire. La forêt environnante était devenue aussi familière que les battements de son propre cœur. Cet endroit était devenu plus qu'un abri. C'était devenu un foyer, au sens le plus profond du terme. Pour l'instant, dit Samuel, il y a encore du travail à faire, et je veux voir comment le jardin va pousser. Tandis que les randonneurs disparaissaient à nouveau dans la forêt, Samuel se tenait près de sa cabane, tenant une poignée de graines de fleurs sauvages. Demain, il les planterait aux endroits qui avaient besoin de couleurs. La semaine suivante, il commencerait les travaux d'agrandissement qu'il avait prévus. Le mois suivant, il entamerait le projet de construire des meubles pour la deuxième chambre. Samuel avait appris qu'un foyer n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais quelque chose que l'on crée de ses propres mains et que l'on remplit de ses propres rêves. Les graines de fleurs sauvages n'étaient qu'un début. La découverte se fit par hasard, comme il advient souvent des découvertes les plus significatives. Samuel creusait un nouveau canal de drainage pour détourner les eaux de fonte du printemps, loin des fondations de la cabane, lorsque sa pelle heurta quelque chose de plus dur que la terre ou la pierre. Agenouillé dans la terre riche, qui sentait la neige fondue et la vie renaissante, il dégagea soigneusement la terre pour révéler une pierre d'angle gravée, enfouie sous des décennies de débris accumulés. La pierre était en granit, probablement extrait des montagnes voisines, et quelqu'un avait pris un temps considérable pour la façonner et la graver. Sur sa face, gravée en lettres assez profondes pour résister au temps et aux intempéries, Samuel lut « J. Morrison, 1943, bâti avec espoir. » Au-dessous de l'inscription, quelqu'un avait sculpté un symbole simple, deux mains jointes en partenariat, représentant la coopération entre le constructeur et la terre qui avait rendu possible un abri durable. Samuel s'assit sur les talons, submergé par le poids de cette découverte. Ce n'était pas seulement la signature de James Morrison sur son œuvre, c'était sa profession de foi en l'avenir, sa conviction que ce qu'il créait survivrait aux épreuves qui l'avaient poussé à chercher la paix dans cette nature sauvage. La pierre d'angle avait été posée avec cérémonie et intention, marquant le moment où un rêve était devenu réalité. Travaillant avec soin tout l'après-midi, Samuel creusa autour de la pierre jusqu'à ce qu'il puisse voir comment elle avait été positionnée dans les fondations d'origine. Morrison l'avait placée dans le coin sud-est, là où le soleil du matin la touchait en premier chaque jour. La pierre reposait sur une base de plus petites pierres, créant une fondation à la fois fonctionnelle et symbolique. Alors que Samuel nettoyait les lettres sculptées avec une brosse douce, il remarqua autre chose. De faibles marques gravées à la surface de la pierre qui ne faisaient pas partie de l'inscription originale. En y regardant de plus près, il réalisa qu'il s'agissait de traits de comptage, des dizaines, organisés en groupes de 5. Quelqu'un avait compté quelque chose, marquant des jours, des semaines ou des mois, directement sur la pierre d'angle. Cette nuit-là, à la lumière de sa lampe à huile, Samuel compta les marques avec soin. Il y en avait exactement 120, le même nombre de jours qu'il avait lui-même passé à reconstruire la cabane. James Morrison avait marqué chaque jour de son propre projet de construction sur cette pierre, créant un témoignage de persévérance et de détermination que Samuel partageait désormais. Cette prise de conscience emplit Samuel d'un profond sentiment de connexion qui transcendait le temps et les circonstances. Lui et James Morrison avaient affronté des défis similaires, ressenti des doutes similaires, et trouvé une force similaire dans l'acte quotidien de bâtir quelque chose de durable. La pierre d'angle n'était pas seulement le témoin de l'accomplissement de Morrison, elle était un pont entre le passé et le présent, reliant deux bâtisseurs à travers les décennies.
Samuel passa les jours suivants à rechercher tout ce qu'il pouvait apprendre sur les pierres d'angle et leur signification dans les traditions de construction. En se plongeant dans les livres qu'il avait trouvés dans les décombres de la cabane et en puisant dans le savoir que son grand-père lui avait transmis, Samuel découvrit que les cérémonies de la pierre angulaire étaient une pratique millénaire. Les anciens bâtisseurs croyaient que cette pierre contenait l'âme de l'édifice et que sa pose correcte garantissait à la structure de résister à toutes les épreuves. Comprenant cette tradition, Samuel réalisa qu'un choix s'offrait à lui. Il pouvait soit restaurer la pierre de Morrison à son emplacement d'origine, honorant ainsi le passé et maintenant le lien avec le premier constructeur de la cabane, soit poser sa propre pierre angulaire à côté de celle de Morrison, marquant ainsi sa propre contribution à l'histoire du bâtiment. La décision lui vint au cours d'une promenade matinale en forêt, où il observa comment les jeunes arbres poussaient souvent à côté des souches de leurs aînés, créant une continuité, tout en ajoutant une nouvelle vie à la communauté forestière. La cabane pouvait honorer à la fois son bâtisseur originel et son restaurateur, sans diminuer la contribution de l'un ou de l'autre. Samuel passa une semaine à préparer sa propre pierre angulaire. Taillée dans du granit qu'il avait lui-même extrait en utilisant des techniques décrites par Morrison dans son journal, le travail fut lent et méticuleux, exigeant précision et patience. Sur sa pierre, Samuel grava « S. Walker 2024, bâti avec gratitude ». Sous l'inscription, il ajouta son propre symbole, une rose des vents pointant dans toutes les directions, représentant la guidance qu'il avait reçue de la sagesse du passé et son engagement à partager cette sagesse avec les générations futures. La cérémonie de pose des deux pierres angulaires eut lieu par un matin clair, alors que la montagne était embaumée par l'odeur des pins et des fleurs sauvages. Samuel positionna la pierre de Morrison à son emplacement d'origine, puis plaça la sienne juste à côté, dans le coin sud-ouest. Ensemble, les pierres créèrent une fondation qui honorait le passé et le présent, liant les rêves de deux bâtisseurs à travers les générations. Alors que Samuel prenait du recul pour observer son travail, il réalisa qu'il était devenu bien plus que le simple restaurateur de la cabane. Il en était devenu l'historien, le protecteur et le pont vers l'avenir. L'acte de créer quelque chose uniquement pour la beauté et la joie lui semblait un luxe presque trop précieux pour se l'autoriser. Quand Samuel tailla enfin le dernier trou et polit la surface finale, il tenait entre ses mains un instrument qui était, sans l'ombre d'un doute, sa propre création. Le bois brillait d'une patine née d'heures de manipulation soigneuse, et ses proportions reflétaient ses propres mains et son propre souffle, plutôt que des mesures standardisées. Les premières notes que Samuel tira de sa flûte artisanale étaient hésitantes, murmurées. Plus un soupir qu'une musique. Mais à mesure qu'il apprenait à maîtriser son souffle et le placement de ses doigts, de véritables mélodies commencèrent à émerger. De simples airs folkloriques que son grand-père fredonnait en travaillant, des chants traditionnels que sa mère entonnait durant les brefs moments de bonheur de son enfance, et de nouvelles mélodies qui semblaient jaillir des montagnes elles-mêmes. La musique transforma la relation de Samuel avec la solitude. Là où le silence lui avait paru complet et suffisant, il le comprenait désormais comme une toile, attendant la voix humaine, la mélodie et le rythme. La flûte devint sa compagne durant les longues nuits d'hiver, remplissant la cabane de sons qui le reliaient à l'expérience humaine universelle de créer de la beauté à partir de matériaux simples. Jouer de la flûte connecta également Samuel au paysage émotionnel qu'il avait ignoré, en se concentrant sur sa survie physique. La musique avait une façon d'accéder à des sentiments que le travail pratique maintenait enfouis. La solitude, l'émerveillement, la gratitude et une profonde reconnaissance pour l'étrange voyage qu'il avait mené à ce lieu d'indépendance et de paix. Les nuits claires, Samuel emportait sa flûte à l'extérieur et jouait de simples mélodies
sous le ciel étoilé de la montagne. Les notes semblaient voyager sur des kilomètres dans l'air raréfié, tissant des liens avec la vaste nature sauvage qui entourait sa petite clairière. Il imaginait que quelque part dans la forêt, l'esprit de James Morrison écoutait et approuvait cet ajout à l'héritage de la cabane. La flûte en bois représentait quelque chose que Samuel commençait à peine à comprendre. Que survivre ne suffisait pas plus que le simple confort. Les êtres humains avaient besoin de beauté, de créativité et d'expression de la joie pour que la vie soit complète. La flûte était sa déclaration qu'il ne faisait pas que survivre dans la nature, il y vivait véritablement. La première houe de Samuel était un chef-d'œuvre d'ingénierie pratique, forgé à partir d'un crampon de chemin de fer durant les longues nuits d'hiver, lorsqu'il était impossible de travailler dehors. Il chauffait le fer dans l'âtre jusqu'à ce qu'il soit incandescent, puis le martelait sur une enclume de granit qu'il avait installée près de la cheminée. La lame était étroite mais tranchante, conçue pour le travail de précision nécessaire pour cultiver la terre rocailleuse de la montagne autour de sa cabane. Le printemps arriva tard dans les hautes terres, mais lorsqu'il se manifesta, il apporta une explosion de vie qui transforma le paysage presque du jour au lendemain. La neige se retira dans les cavités ombragées, révélant une terre riche et sombre, nourrie par des décennies de matière organique décomposée. Samuel avait passé l'hiver à étudier des catalogues de semences et des guides agricoles trouvés parmi les affaires de James Morrison, se préparant pour ce moment où il pourrait enfin tester ses théories sur l'agriculture en montagne. Le terrain que Samuel choisit pour son potager se trouvait sur le versant sud, derrière sa cabane, là où il recevrait le maximum de lumière solaire durant la courte saison de croissance. La terre était meilleure qu'il ne l'avait espéré. Un terreau forestier profond, mélangé à du sable de granit, offrait un excellent drainage. Mais elle était aussi remplie de racines, de pierres et de débris accumulés au fil des années. En retournant la terre avec sa houe artisanale, Samuel découvrit que le jardinage ne ressemblait à aucun autre travail qu'il avait connu. Les projets de construction avaient des débuts et des fins clairs, avec des progrès mesurés par l'achèvement visible de tâches spécifiques. Le jardinage, lui, fonctionnait selon des rythmes naturels qu'on ne pouvait ni presser ni contrôler, exigeant patience et foi en des processus qui se déroulaient sur des mois et non des jours. Le travail physique de préparation du terrain fut plus exigeant que Samuel ne l'avait prévu. Chaque mètre carré de sol devait être retourné, examiné et débarrassé de ses obstacles. Les pierres allaient du simple caillou au rocher, chacune exigeant une stratégie d'extraction différente. Les systèmes racinaires des arbres voisins devaient être coupés et extraits sans endommager les arbres vivants eux-mêmes. La matière organique devait être incorporée uniformément pour garantir une fertilité constante du sol. Samuel travaillait section par section, achevant complètement de petites parcelles avant d'entamer une nouvelle zone. La voix de son grand-père résonnait dans sa mémoire. Une bonne agriculture commence par une bonne préparation du sol. On ne peut pas négliger le travail de fond et espérer de bons résultats. Chaque jour apportait des progrès visibles, mais révélait aussi de nouveaux défis qui exigeaient des solutions créatives. Les graines que Samuel planta provenaient de diverses sources. Certaines étaient des variétés commerciales qu'il avait découvertes dans les provisions abandonnées de Morrison, soigneusement stockées dans des récipients scellés qui les protégeaient de l'humidité et des parasites. D'autres étaient des graines qu'il avait collectées lors de ses expéditions d'automne. Baies sauvages, racines comestibles et plantes indigènes, adaptées aux conditions de la montagne. Le jour de la plantation arriva avec la certitude d'un calcul astronomique. Samuel avait appris à lire les signes naturels auxquels les agriculteurs de montagne se fiaient depuis des générations. La température du sol, la durée du jour et le comportement des oiseaux migrateurs. Quand les conditions furent réunies,
Il passa une journée entière à placer les graines dans des rangées soigneusement mesurées, chaque variété positionnée selon ses besoins spécifiques en espace, lumière et accès à l'eau. L'attente qui suivit la plantation ne ressemblait à rien de ce que Samuel avait jamais connu. Après des mois de retour immédiat sur son travail de construction, où chaque coup de marteau produisait des résultats visibles, le jardinage exigeait une foi en des processus invisibles. Les graines germaient dans l'obscurité, les racines s'étendaient dans les profondeurs invisibles du sol, et la croissance se produisait trop lentement pour être observée au jour le jour. Samuel développa de nouvelles routines centrées sur l'entretien du jardin. Inspection matinale pour vérifier les dommages causés par les parasites ou les maladies. Séance d'arrosage l'après-midi lorsque la pluie naturelle était insuffisante. Et session de planification le soir, où il consignait ses observations et planifiait des améliorations. Le potager devint un maître, lui enseignant la patience, l'observation et l'art subtil de travailler avec les forces de la nature plutôt que contre elles. Les premières pousses vertes apparurent 3 semaines après la plantation, émergeant de la terre sombre comme de petits drapeaux de victoire. Samuel ressentit une joie différente de tout ce qu'il avait connu lors de son aventure. Ces plantes représentaient l'espoir rendu visible, la transformation de la foi et du travail en une abondance vivante. À mesure que la saison avançait, Samuel apprit à lire son jardin comme un texte complexe, écrit dans le langage de la couleur des feuilles, des schémas de croissance et de l'état du sol. Les plantes saines affichaient une vigueur et une résilience caractéristiques. Les plantes stressées montraient des signes de détresse qui pouvaient être interprétés et traités avant que des problèmes sérieux ne se développent. La houe devint l'outil le plus précieux de Samuel, une extension de ses mains qui lui permettait de cultiver, de désherber et de récolter avec précision et efficacité. Chaque matin, il passait du temps à affûter la lame et à huiler le manche, entretenant l'instrument qui le liait à l'ancienne tradition de cultiver la nourriture à partir de la terre et des semences. Au milieu de l'été, le potager de Samuel produisait plus de nourriture qu'il ne pouvait en consommer fraîche. Il apprit les techniques de conservation grâce au journal de Morrison et à ses propres expérimentations. Le séchage, le fumage et le stockage en cave. Le potager était devenu plus qu'une source de subsistance. C'était un système complet qui le connectait au rythme saisonnier qui gouvernait toute vie dans les montagnes. Debout au milieu de ces plantes luxuriantes, sa houe usée à la main, Samuel réalisa qu'il avait appris quelque chose de profond sur le temps, la patience et les récompenses qui attendent ceux qui travaillent en partenariat avec les cycles de la nature. La règle que Samuel sculpta dans un morceau de frêne droit mesurait exactement 45 cm, marquée d'encoches soignées tous les demi-centimètres. Initialement, il l'avait fabriqué pour des travaux de menuiserie, ayant besoin de mesures précises pour les meubles qu'il construisait afin de compléter l'intérieur de sa cabane. Mais au fil des jours, alors qu'il travaillait avec cet outil, elle devint quelque chose de plus significatif. Un rappel physique de sa propre croissance, d'une manière qu'aucune règle conventionnelle ne pouvait mesurer. Le projet avait commencé quand Samuel avait réalisé que son travail de construction souffrait d'un manque de précision. Les meubles qu'il fabriquait avec du bois de récupération exigeaient des joints qui s'emboîtaient parfaitement, des mesures cohérentes sur plusieurs pièces et des angles parfaitement droits. Travailler à l'œil et à l'intuition l'avait bien servi pour le gros œuvre, mais la menuiserie fine exigeait une précision que seuls des outils de mesure adéquats pouvaient offrir. Samuel sculpta la règle pendant plusieurs soirées, travaillant à la lueur d'une lampe à huile avec les meilleurs outils de son grand-père. Le bois de frêne provenait d'un arbre tombé lors des tempêtes de l'hiver précédent, vieilli par des mois de climat montagnard, ce qui en faisait une pièce dure et stable. Chaque marque devait être positionnée avec exactitude,
en utilisant des principes mathématiques que Samuel avait appris à l'école, mais qu'il n'aurait jamais pensé appliquer dans la nature. Le processus de création de mesures précises à partir de bois brut enseigna à Samuel la relation fondamentale entre la précision et la qualité. Chaque encoche exigeait une mesure minutieuse par rapport à la précédente, et de petites erreurs s'accumulaient rapidement s'il n'était pas vigilant. Lorsqu'il eut terminé, Samuel comprit pourquoi les artisans, à travers l'histoire, chérissaient leurs outils de mesure autant que leurs outils de coupe. Mais la règle physique n'était qu'une partie de ce que Samuel apprenait à mesurer durant son séjour dans les montagnes. En utilisant l'outil pour la menuiserie et les petites réparations, il se mit à penser aux autres formes de croissance qui avaient eu lieu durant son année dans la nature. Des changements réels et significatifs, mais qui ne pouvaient être quantifiés par des encoches sur un morceau de bois. Quand Samuel était arrivé à la cabane en ruine, il pouvait à peine soulever une traverse de chemin de fer seul. Maintenant, il déplaçait de lourdes poutres avec des leviers et de la technique, comprenant comment travailler avec les matériaux plutôt que contre eux. Ses mains, autrefois douces et maladroites, avaient développé des callosités et une mémoire musculaire issue de mois de travail manuel habile. Plus important encore, sa capacité à résoudre des problèmes s'était développée d'une manière qui le surprenait lui-même. Au début de son séjour, un mur effondré lui semblait être un désastre insurmontable. Maintenant, il abordait les défis complexes avec une confiance tranquille, décomposant les grands problèmes en éléments gérables et élaborant des solutions méthodiquement. Samuel se mit à utiliser sa règle pour marquer des étapes importantes sur un tableau de croissance qu'il grava dans le poteau de soutien principal de la cabane. Mais au lieu de mesurer sa taille physique, il y inscrivait les accomplissements qui représentaient ses capacités croissantes. Le jour où il termina le toit, le premier feu qu'il réussit à allumer pendant une tempête, le moment où il réalisa qu'il n'avait plus peur d'être seul dans la nature. Chaque marque sur le poteau représentait un moment où Samuel avait découvert une nouvelle force ou une nouvelle capacité en lui-même. L'espacement entre les marques montrait comment son rythme de croissance s'était accéléré à mesure que les défis augmentaient et que sa confiance se développait. Ce qui semblait impossible au début de son voyage lui paraissait maintenant être le prolongement naturel de compétences qu'il avait toujours possédées, mais qu'il n'avait jamais su comment exploiter. Le processus de mesure aida également Samuel à saisir la différence entre la validation externe et le développement intérieur. Dans sa vie antérieure, sa croissance se mesurait en notes, en résultats d'examens et en approbation des adultes, qui évaluaient ses progrès selon des critères standardisés. Dans la nature sauvage, Samuel apprit à se mesurer par rapport à ses propres capacités passées et aux exigences concrètes de la survie et de la construction. En utilisant sa règle pour planifier de nouveaux projets, Samuel comprit que la précision de la mesure reflétait la clarté de sa pensée. L'attention méticuleuse requise pour marquer des mesures exactes entraînait son esprit à aborder tous les problèmes avec le même soin méthodique. Planifier une armoire exigeait la même pensée systématique que planifier un toit. Tandis qu'il réparait ou organisait ses provisions pour l'hiver, le tableau de croissance de Samuel dans la cabane devenait une source d'inspiration dans les moments difficiles. Lorsqu'il était confronté à un nouveau défi qui semblait hors de sa portée, il pouvait regarder la progression des marques et se rappeler que toutes ses réussites antérieures lui avaient un jour paru impossibles. La règle était devenue un outil pour mesurer non seulement le bois et le métal, mais aussi le courage et la détermination. Lors des soirées tranquilles, Samuel tenait sa règle artisanale et réfléchissait à l'étrange voyage qu'il avait mené à ce lieu de compétence et de confiance en soi. Les encoches, taillées avec précision, représentaient bien plus que des unités de mesure. Elles étaient les symboles de l'attention minutieuse et du travail patient qui avait transformé un potentiel brut en une compétence tangible.
La règle reposait aux côtés des autres précieux outils de Samuel, lui rappelant que la véritable mesure ne venait pas de la comparaison avec les autres, mais du suivi de ses propres progrès vers des objectifs qui comptaient. Dans les montagnes, Samuel avait appris à mesurer ce qui était réellement important. La croissance de son caractère, son habileté et la confiance sereine qui naissait de savoir qu'il pouvait bâtir la vie qu'il choisirait de créer. Le ciseau à bois que Samuel utilisa pour graver sa marque d'artisan sur la poutre maîtresse de sa cabane avait été forgé à partir du même clou de chemin de fer qui avait fourni le métal pour sa houe de jardin. Il l'avait façonné spécifiquement à cette fin, créant un outil à la fois fonctionnel et cérémoniel, conçu pour laisser une trace permanente de sa contribution à l'histoire continue de la cabane. La décision d'ajouter sa marque à la structure n'avait pas été facile. Pendant des semaines, Samuel avait débattu avec lui-même des questions de légitimité et d'héritage. La cabane était fondamentalement une création de James Morrison, bâtie à partir de sa vision et de sa sueur. Samuel l'avait restaurée et améliorée, mais cela lui donnait-il le droit de revendiquer une reconnaissance permanente aux côtés du constructeur originel? La réponse lui vint en lisant le journal de Morrison par une douce soirée de printemps. Dans une entrée datée de septembre 1943, Morrison écrivait « Un bâtiment n'est jamais vraiment terminé. Il passe simplement d'un gardien à un autre. Un jour, un autre homme travaillera sur ces murs, et j'espère qu'il comprendra qu'il n'entretient pas seulement une structure, mais qu'il poursuit une conversation entre bâtisseurs à travers le temps. » Morrison avait voulu que d'autres ajoutent leur contribution à son œuvre. La cabane était conçue pour croître et évoluer, pour répondre aux besoins de ceux qui se soucieraient assez d'elle pour l'entretenir et l'améliorer. La restauration de Samuel n'était pas une violation de l'héritage de Morrison, mais l'accomplissement de ses espoirs pour l'avenir de la structure. Samuel choisit de placer sa marque sur la poutre de soutien principale, celle qui courait le long de la faîtière de la cabane, le bois qui supportait la plus grande charge structurelle et qui serait le dernier composant à nécessiter un remplacement. Il choisit un endroit où le bois était lisse et sans tache, assez proche des marques originales de charpentier de Morrison pour montrer le lien, mais assez distincte pour représenter sa propre contribution. La marque que Samuel dessina pour lui-même était simple mais significative. Une rose des vents à 8 pointes, représentant les conseils qu'il avait reçus de toutes les directions au cours de son périple dans la nature. Le symbole reconnaissait les enseignements de son grand-père, l'exemple de Morrison, la sagesse des animaux de la forêt et les leçons apprises de la terre elle-même. Au centre de la rose des vents, Samuel grava ses initiales et l'année de sa restauration. La gravure elle-même exigea 3 soirées de travail minutieux. Samuel voulait que la marque soit assez profonde pour durer des décennies, mais pas au point d'affaiblir la poutre. Chaque coupe devait être précise, suivant le fil du bois pour éviter les fissures et garantir des lignes nettes et permanentes. En travaillant, Samuel se surprit à méditer sur la nature de l'héritage et de la permanence. Les marques physiques qu'il gravait survivraient à sa propre présence en ce lieu, transmettant son histoire à quiconque découvrirait la cabane dans les années ou les décennies à venir. Mais le véritable héritage ne résidait pas dans les symboles gravés, mais dans les compétences et les valeurs qui avaient guidé le travail. Samuel avait appris de son grand-père que la véritable construction était plus que la création de structures. C'était le développement du caractère et des capacités qui rendaient possible une construction durable. La cabane ne représentait pas seulement un abri, mais la preuve que la détermination, l'habileté et le respect des matériaux pouvaient surmonter des défis en apparence insurmontables. Travaillant à la lueur d'une lampe avec son ciseau affûté, Samuel gravait bien plus que ses initiales dans la poutre. Il inscrivait le récit d'une transformation, marquant l'endroit où un enfant abandonné était devenu un jeune homme capable.
La marque servirait d'inspiration aux futurs bâtisseurs qui pourraient faire face à leurs propres défis en apparence insurmontables. La dernière nuit de gravure, Samuel ajouta un dernier élément à sa marque, un petit palmier dattier. Le symbole que son grand-père lui avait enseigné représentait la croissance et la résilience dans des conditions difficiles. Le palmier rappellerait à quiconque trouverait la marque que Samuel n'avait pas seulement restauré un bâtiment, mais qu'il était lui-même devenu plus fort à travers ce processus. Lorsque la gravure fut terminée, Samuel recula et examina son travail, à côté des marques originales de Morrison. Les deux ensembles de symboles se complétaient, racontant l'histoire d'un bâtiment qui avait été aimé par plusieurs générations de bâtisseurs. Les marques de Morrison parlaient d'espoir et de détermination face au traumatisme de l'après-guerre. Celles de Samuel parlaient de résilience et de croissance face à l'abandon et à l'isolement. Samuel comprit qu'il faisait désormais partie de quelque chose de plus grand que sa propre histoire. La cabane portait maintenant les rêves et les efforts de deux constructeurs, chacun apportant ses compétences et ses perspectives uniques à l'évolution de la structure. Les futurs bâtisseurs ajouteraient leur propre marque, poursuivant la conversation entre artisans à travers le temps. Les symboles gravés brillaient à la lueur de la lampe. Des coupes fraîches dans un bois vieilli qui s'assombrirait et vieillirait jusqu'à se fondre dans la construction d'origine. La marque de Samuel mûrirait jusqu'à devenir permanente, une partie de l'identité fondamentale de la cabane plutôt qu'un ajout superficiel. En rangeant ses outils de sculpture, Samuel ressentit la satisfaction d'avoir accompli quelque chose qui lui survivrait. Sa marque d'artisan était plus qu'une décoration ou une manifestation d'ego. C'était une promesse aux générations futures que quelqu'un s'était soucié de bien construire, et une invitation pour que d'autres poursuivent la tradition d'artisanat et de dévouement qui rendait possible la beauté durable. Le GPS reposait sur l'établi de Samuel, tel un artefact d'une autre civilisation. Son boîtier en plastique noir et son écran numérique faisaient figure d'intrus parmi les outils taillés à la main et les matériaux naturels qui emplissaient son atelier. La famille de randonneurs qui lui avait rendu visite la semaine précédente l'avait oublié par inadvertance, et lorsqu'ils revinrent le récupérer, ils trouvèrent Samuel examinant l'appareil avec la même attention minutieuse qu'il aurait portée à un morceau de bois inhabituel ou à une plante inconnue. « Gardez-le », avait dit le père lorsque Samuel proposa de rendre le GPS. « Un garçon qui vit seul ici devrait avoir un moyen de se repérer s'il se perd. » L'homme était bien intentionné, mais Samuel pouvait lire dans ses yeux la supposition que la vie dans la nature était intrinsèquement dangereuse et imprévisible, nécessitant un soutien technologique pour être en sécurité. Samuel remercia poliment la famille, mais ne promit pas d'utiliser l'appareil. Après leur départ, il passa une soirée à en explorer les fonctions, émerveillé par ce petit écran capable d'afficher sa position exacte n'importe où sur Terre. La technologie était impressionnante, représentant des décennies de progrès scientifiques et de sophistication technique. Mais elle incarnait aussi quelque chose qui dérangeait Samuel d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre. Le GPS fonctionnait en se connectant à des satellites en orbite bien au-dessus de la Terre, partie d'un vaste réseau technologique qui rendait la localisation automatique et facile. Samuel pouvait appuyer sur quelques boutons et savoir exactement où il se trouvait, dans quelle direction il faisait face, et comment naviguer vers n'importe quelle destination programmée dans la mémoire de l'appareil. L'appareil éliminait le besoin de lire des cartes, d'utiliser des boussoles ou de prêter une attention particulière aux repères naturels qui avaient guidé la navigation humaine pendant des milliers d'années. Samuel plaça le GPS à côté de la boussole en laiton de son grand-père, étudiant le contraste entre les approches anciennes et nouvelles pour trouver son chemin dans le monde. La boussole était simple, fiable et totalement indépendante de tout système externe.
Elle indiquait le nord grâce aux forces magnétiques fondamentales qui opéraient depuis la formation de la Terre. Le GPS avait besoin de satellites, de réseaux informatiques et d'énergie électrique, des éléments qui pouvaient tous tomber en panne ou être inaccessibles. Plus important encore, la boussole exigeait de Samuel qu'il réfléchisse et observe, développant des compétences qui le rendaient plus capable et autonome. Utiliser le GPS rendrait la navigation plus facile, mais cela rendrait aussi Samuel plus dépendant de systèmes qu'il ne comprenait pas et ne pouvait ni réparer ni entretenir. Dans les jours qui suivirent, Samuel se surprit à réfléchir aux implications plus larges du choix entre les compétences traditionnelles et les commodités modernes. La nature sauvage de la montagne lui avait enseigné que la compétence avait plus de valeur que le confort, que comprendre les processus était plus important que de simplement accéder aux résultats. Le GPS pouvait lui dire où il était, mais il ne pouvait pas lui apprendre à lire les signes de la forêt qui révélaient les schémas météorologiques, le comportement des animaux ou les changements saisonniers. Samuel avait appris à naviguer en utilisant des méthodes qui le connectaient directement à son environnement. Il lisait la position du soleil et des étoiles, observait le cours de l'eau et les motifs de croissance des arbres, et remarquait comment la direction du vent changeait avec l'altitude et l'heure de la journée. Ses compétences le rendaient plus conscient de son entourage, plus à l'écoute des signaux subtils qui révélaient les humeurs et les rythmes de la forêt. Le choix entre le GPS et la boussole symbolisait une question plus vaste, avec laquelle Samuel se débattait depuis 1 an dans la nature. Que signifiait vivre authentiquement dans un monde de plus en plus dominé par une technologie qui promettait de faciliter la vie, mais qui pouvait aussi rendre les gens moins capables? Samuel avait découvert que les difficultés et les défis n'étaient pas des obstacles à éviter, mais des opportunités de croissance et d'apprentissage. Le dur labeur de la reconstruction de la cabane avait développé sa force et ses compétences. L'isolement lui avait appris à faire confiance à ses propres ressources et à son jugement. Les défis saisonniers l'avaient connecté au rythme naturel que la vie moderne ignorait ou supprimait souvent. Utiliser le GPS ne rendrait pas nécessairement la vie de Samuel meilleure, simplement différente. Il gagnerait en commodité, mais perdrait la satisfaction qui venait du développement de compétences traditionnelles. Il aurait un accès plus facile à des données de localisation précises, mais une connaissance moins intime du paysage autour de sa maison. Après une semaine de réflexion, Samuel prit sa décision. Il emballa soigneusement le GPS et le plaça dans son entrepôt de provisions, où il serait disponible si une véritable urgence exigeait son utilisation. Mais pour la navigation et l'exploration quotidienne, il continuerait de se fier à sa boussole, à sa connaissance croissante des repères locaux et aux compétences d'observation qui le reliaient directement à son environnement montagnard. Le choix lui parut juste, d'une manière que Samuel ne pouvait pas entièrement articuler. Il ne rejetait pas la technologie par entêtement ou par peur, mais choisissait les outils et les méthodes qui servaient à ses objectifs plus profonds d'autonomie et de connexion avec son environnement. Le GPS était une réalisation impressionnante de l'ingéniosité humaine. Mais ce n'était pas le bon outil pour la vie que Samuel était en train de construire dans les montagnes. Debout sur la crête au-dessus de sa cabane, sa boussole en laiton à la main, Samuel ressentit la satisfaction de savoir exactement où il se trouvait grâce à ses propres observations et compétences. L'instrument intemporel indiquait le nord avec la même fiabilité qu'il l'avait fait pour son grand-père, reliant Samuel à des générations de navigateurs qui avaient trouvé leur chemin grâce à une attention méticuleuse au monde qui les entourait. Le paillasson de bienvenue que Samuel tressait avec des herbes sèches et des tiges de fleurs sauvages prit forme lentement au fil des soirées d'automne. Chaque brin était tissé avec le soin et l'attention qu'il avait appris à consacrer à tous ses travaux manuels. Les matériaux provenaient de la prairie derrière sa cabane,
où il avait passé l'été à cultiver des légumes et où des plantes sauvages s'étaient offertes pour partager l'espace de son jardin. Samuel n'avait jamais songé à fabriquer un paillasson jusqu'à une remarque de ses plus récents visiteurs, un couple de personnes âgées qui étaient montées de la vallée pour voir la légendaire cabane construite par un enfant. La femme s'était arrêtée sur son seuil et avait commenté : « Toute maison qui se respecte a besoin d'un paillasson. C'est la première chose qui dit aux visiteurs qu'ils arrivent dans un lieu où l'hospitalité compte. » L'observation parut profonde à Samuel. Au cours de la dernière année et demie, il s'était entièrement concentré sur la survie, la construction et l'autonomie. Il avait créé une structure qui pouvait l'abriter pendant les hivers montagnards et lui fournir tout ce dont il avait besoin pour une vie indépendante. Mais il n'avait pas consciemment songé à créer un foyer, au sens le plus profond du terme, un endroit qui offrirait chaleur et bienvenue aux autres. La technique de tressage que Samuel utilisa pour le paillasson fut développée par lui-même à travers l'expérimentation, combinant des méthodes apprises pour fabriquer de la corde avec des motifs qu'il avait observés dans les traditions de vannerie décrites dans les vieux livres de son grand-père. Chaque brin était choisi pour sa force et sa souplesse, puis entrelacé en un motif croissant. La tension se devait d'être ferme, mais sans excès, pour que le paillasson ne devienne ni rigide, ni inconfortable sous les pieds. En travaillant à la lueur du feu, tandis que les jours déclinaient, Samuel découvrit dans les gestes répétitifs du tressage une quiétude, une forme de méditation. Ses mains se mouvaient d'elles-mêmes, suivant les motifs familiers, alors que son esprit vagabondait, retraçant le voyage qui l'avait mené jusqu'à ce havre de paix et d'appartenance. Le garçon abandonné qui avait un jour trébuché sur la cabane en ruine semblait être une autre personne. Un souvenir lointain qu'il chérissait tendrement, mais qui n'était plus lui. La métamorphose avait été progressive, mais profonde. Samuel était arrivé dans cette contrée sauvage, tel un être défini par ce que les autres lui avaient fait. Abandonné par les siens, rejeté par une famille lointaine, il avait été contraint de survivre seul, par la force des choses, sans jamais l'avoir choisi. Le projet de la cabane lui avait offert la chance de se définir non plus par ses souffrances, mais par ses accomplissements. Chaque fibre d'herbe tressée dans ce paillasson de bienvenue symbolisait une petite victoire sur le chemin de sa propre définition. L'herbe de la prairie avait grandi, forte et flexible, car Samuel avait appris à composer avec la terre et les rythmes saisonniers qui gouvernent le monde végétal. Les fleurs des champs s'étaient épanouies, car il avait su créer un environnement où culture et nature sauvage pouvaient prospérer côte à côte. Le paillasson lui-même était une œuvre de beauté, car Samuel avait cultivé la patience et l'habileté nécessaires pour faire naître l'élégance des matériaux les plus humbles. Alors que son ouvrage touchait à sa fin, Samuel comprit qu'il ne bâtissait plus seulement pour lui. La cabane était devenue un but de promenade pour les randonneurs et les amoureux de la nature, qui, ayant eu vent de son exploit, voulaient de voir ce que la détermination et le savoir-faire pouvaient accomplir.